Pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie? Pourquoi certaines personnes arrivent à se remettre d'événements tragiques alors que d'autres non? Comment se fait-il que parfois, là où moi je n'ai clairement pas la force de me relever, d'autres continuent d'avancer face à des situations bien pires? Est-ce qu'elles ont quelque chose de plus que moi? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas assez? J'aimerais me relever pour continuer d'avancer dans ma vie, mais je n'arrive pas à passer au-delà, c'est vraiment trop dur. Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte de la carotte, de l'œuf et du café, le sujet de la résilience pour apprendre à faire face aux difficultés de la vie et redonner du sens à celle-ci si ce n'est plus le cas. Nous, c'est Élise et Baptiste, ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous? On raconte qu'un jour, une femme, lasse de toutes les difficultés de la vie, alla voir son grand-père. Elle lui dit que sa vie était tellement rude, compliquée, qu'elle ne sait pas si elle peut continuer. Elle veut abandonner, car elle est très fatiguée de se battre tout le temps. Il semble qu'aussitôt qu'un problème soit réglé, un autre apparaisse. Pendant qu'il l'écoutait attentivement, son grand-père prit 3 casseroles qu'il remplit d'eau. Il lui fit ensuite signe de s'asseoir en mettant les 3 casseroles d'eau à bouillir. Dans la première casserole, le grand-père ajoute des carottes. Il met des œufs dans la deuxième casserole et dans la troisième, il met des grains de café fraîchement moulus. Il les laisse bouillir sans dire un mot. Au bout de 20 minutes, il arrête la cuisson, il égoutte les carottes et les place dans un bol. Il sort les œufs et les met dans un autre bol. Finalement, il verse le café dans un 3e bol. Se tournant vers sa petite fille, il lui demande « Dis-moi ce que tu vois. » Des carottes, des œufs et du café. Regarde mieux et dis-moi comment sont les carottes. Molle. Et comment est l'œuf? Dur. Son grand-père lui tendit alors la tasse de café et la femme sourit en goûtant à l'arôme riche du café. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. C'est très simple, ma chérie. Tu vois, ces 3 éléments ont subi la même difficulté. Ils ont été confrontés à l'eau bouillante et pourtant chacun s'est comporté de manière particulière. La carotte, ferme et forte au départ, s'est retrouvée molle et faible. L'œuf, fragile, délicat et fluide, est devenu dur. Le grain de café a réagi très différemment. Après avoir été soumis à l'eau bouillante, c'est lui qui a transformé l'eau. Il a donné à l'adversité tout son arôme et sa saveur. Il est devenu meilleur. Tout d'abord, la résilience, c'est quoi? La résilience vient du verbe latin resilio, qui littéralement veut dire sauter en arrière, rebondir ou même résister. Alors la résilience à l'origine, c'est un terme qui a été utilisé en physique pour caractériser l'énergie absorbée par un corps au moment d'une déformation. La notion de résilience, elle s'oppose parfois à la notion de coping, qui en anglais qui vient de to cope, qui veut dire se débrouiller ou même s'en sortir. La résilience permet de dépasser son état actuel. Elle est définie comme une capacité à s'en sortir grâce à des qualités individuelles ou des opportunités de l'environnement. Alors, les sources de traumatisme dans une vie peuvent être nombreuses. Déjà le fait de faire des erreurs, par exemple, les agressions, le harcèlement, les catastrophes naturelles, la guerre, la précarité, l'abandon, etc. Face à tout ça, on va déclencher des mécanismes qui vont nous amener tout d'abord à résister, puis possiblement à s'adapter. Ça ne consiste pas à retourner à la même vie qu'avant, mais plutôt à subir des changements importants dans la façon de penser et de se rapporter au monde, qui contribuent à un processus personnel de changement profondément significatif. Donc, la résilience, pour résumer tout ça, c'est la capacité à reprendre un développement après un traumatisme. Alors à la question, sommes-nous tous égaux et sommes-nous tous capables du même degré de résilience de base? Pourquoi les autres, et pas moi, y arrivent parfois à faire face à des difficultés? Comment on peut expliquer que des personnes qui sont dans la même famille, des frères ou des sœurs par exemple, qui vivent la même situation, qui viennent du même endroit, qui sont tous autant impactés, ne vont pas réagir de la même façon face à un traumatisme? Il faut savoir que tout commence dans l'enfance, les 1000 premiers jours on dit.
Les premiers instants de notre vie, ils sont incroyablement riches en apprentissage. Nos sens sont en éveil au maximum. Avant de pouvoir parler ou comprendre ce qui se dit distinctement, c'est au travers d'eux, finalement, que l'on perçoit le monde. Nos premières armes pour affronter la vie et se construisent à cet instant. C'est l'apprentissage où certaines prédispositions à la résilience en font partie. L'environnement dans lequel on évolue, il conditionne aussi qui nous sommes à cet âge-là. Déjà, il faut savoir relativiser et savoir qu'il n'y a pas de notice, il n'y a pas de marche à suivre. Chaque parent est différent, chaque enfant est différent. Et même si des parents décident d'inculquer la même éducation à chacun de leurs enfants, sans faire de distinction entre chacun d'eux, il y aura toujours une différence pour la simple et bonne raison que les parents ne sont pas les mêmes avec leur premier enfant ou leur deuxième, parce qu'ils ont gagné en expérience, en maturité, et même s'ils veulent inculquer les mêmes valeurs à leurs enfants, il y aura forcément une différence qui, même minime, peut impacter plus tard sur l'éducation de l'enfant. Alors là, le but, c'est pas du tout de dire que le premier, l'aîné, entre guillemets, est forcément moins bien que le deuxième ou inversement. Je dis simplement que c'est ce qui explique que parfois, même des personnes d'une même famille, avec peu d'écart d'âge, voire même des jumeaux ou des jumelles, ne réagiront pas de la même façon face à un même traumatisme. En comparaison, si on pouvait faire un petit peu un parallèle avec la nature, qui finalement a des comportements assez similaires à notre manière de fonctionner, on se rend compte que lorsqu'une forêt subit un incendie, elle est dévastée, presque anéantie. Et c'est dans ce presque qu'en réalité tout réside. Ce presque, ça peut être l'aide du temps, des saisons, de la pluie, du vent, pour transporter les graines et le pollen. Elle n'aura peut-être pas les armes suffisantes pour réussir à repousser et redonner vie à une immense forêt luxuriante. Et finalement, c'est un petit peu comme nous. On a notre propre base, notre personnalité, qu'elle soit différente ou non des autres. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, c'est quasiment impossible d'être résilient tout seul. C'est pourquoi on a besoin de paramètres extérieurs comme en parler ou faire le deuil, tout ça pour continuer d'avancer. C'est ce qu'on va voir dans la suite du podcast. Comment expliquer que pour certains, un traumatisme devient une force? Alors pour nous, il existe des prédispositions à la résilience. Même si, comme Baptiste l'a dit, on ne naît pas résilient, on le devient en construisant tout au long de notre vie une carapace pour se protéger des événements forts de notre vie. Même si on n'est jamais totalement prêt à ce qu'un drame nous arrive, on observe malgré tout que certains arrivent à utiliser cette énergie, bien souvent négative, issue de l'événement traumatisant, pour le transformer en énergie positive, pour rebondir et comme pour prendre une revanche sur la vie. Une personne qui n'a pas ces prédispositions à être résiliente n'est pas pour autant faible. Elle peut accepter ce qui est, sans chercher à se comparer, est un acte de bienveillance et une forme de résilience aussi pour prendre conscience d'où l'on part, afin d'y voir plus clair vers où on veut aller. Certes, il y a une très grande injustice face à un traumatisme. Nous ne sommes pas tous égaux, mais pour autant rien n'est impossible à celui qui se donne les moyens et le temps d'y parvenir. Faire preuve de résilience suite à une erreur. Et si on se laissait le droit de se tromper pour mieux avancer? L'erreur, c'est souvent associé à l'échec. Et une expérience parfois douloureuse où se mêlent culpabilité, peur du regard des autres et de l'après, mais aussi d'une désillusion de ce que l'on s'était projeté. Apprendre à se confronter à l'erreur, s'autoriser à se tromper, c'est aussi se donner une chance de mieux apprendre à se connaître. On ne peut pas réussir du premier coup et c'est bien normal. Souviens-toi combien de fois tu as échoué et réussi ensuite. Qu'est-ce qui t'a aidé à y parvenir en fin de compte? Le grand bénéfice de l'échec. Finalement, c'est nous donner l'occasion de s'interroger sur notre vie, sur nos choix, sur ce qu'on attend du couple, du travail, des relations, etc. Toute expérience, négative a priori, elle ouvre la voie à une remise en question profonde, mais qu'il faut absolument mener jusqu'au bout. Pour ma part, l'exemple de résilience suite à une erreur que j'aurais à te partager, qui m'a fait longtemps culpabiliser, longtemps fait m'interroger, longtemps aussi parce que je me suis énormément déçu personnellement, mais avec le temps, j'ai réussi à me relever de ça justement. Donc c'est la résilience suite à une erreur parce qu'en fait, plus jeune, et bien c'est vrai que j'ai pas pris le temps de me poser sincèrement et de me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc le sujet de la résilience suite à une erreur, pour moi, ça serait le sujet aussi de la réorientation qui touche énormément de personnes, en fait, parce que nos envies évoluent, nos besoins également. Et en fait, quand on s'en aperçoit, c'est vrai qu'on peut être amené à penser je le savais, en fait, je savais que c'était pas fait pour moi, je savais que j'aurais dû faire autre chose.
Et en fait, moi, ça, c'est ce qui m'a fait réfléchir parce que j'ai passé 5 ans dans un domaine, dans un secteur d'activité qui était la maintenance, qui ne me plaisait pas. Mais en fait, j'ai fait toutes mes études là-dedans parce que il y avait mes potes qui y allaient. Je me souciais pas forcément de mon avenir, de cette valeur. En fait, je savais que euh, c'était suffisant pour obtenir un CDI et tout ça, mais sans me poser la question fondamentale de est-ce que j'ai réellement envie de ça? Est-ce que au quotidien, je vais être heureux? Est-ce que c'est un job alimentaire que je cherche? Ou est-ce que c'est un job qui me fait ressentir des émotions? Est-ce que c'est important pour moi aussi le travail, le côté professionnel? Est-ce que l'épanouissement professionnel est quelque chose d'important pour moi? Et j'avais tendance à le négliger parce que je pense que c'était là c'est un peu une révélation que je me fais en même temps que je discute avec vous dans ce podcast. Mais je pense que c'est issu en fait de mes difficultés scolaires en fait où j'ai pendant très longtemps rejeté le système éducatif parce que je m'y identifiais pas. J'étais hyper actif, tout ça, donc j'avais besoin que les choses avancent à mon rythme, ou plus vite en tout cas que ce que c'était tout ça. Donc bon, ça a amené pas mal de complications. Ce qui fait qu'en fait, j'ai rejeté totalement le côté école, et vu que le côté école était associé pour moi dans mon esprit à ce moment-là au côté professionnel, je pense qu'il y a eu une forme où je me suis dit en fait, vu que l'école, j'y arrive pas, le côté professionnel, ça se fera, mais en même temps, ça sert à rien que ça devienne un goal, un objectif, en fait, l'épanouissement, vu que de toute façon, je ne le mettrai jamais au premier plan. Et en fait, voilà, c'est au bout de 5 ans dans cette entreprise, dans ce secteur d'activité, tout ça, que je me suis dit que j'ai eu cette révélation qu'en fait, même si j'étais comblé sur le côté plan personnel, en fait, j'avais des revenus convenables, j'avais mon appartement, j'avais ma compagne, tout allait super bien. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui bloquait. Et en fait, c'était ça. En fait, j'ai découvert que j'avais besoin de m'accomplir aussi professionnellement. Et c'était un besoin que je découvrais à ce moment-là. Et donc, ouais, sur le moment, je me suis posé la question, mais pourquoi tu t'en es pas rendu compte avant? Pourquoi il a fallu passer par tous ces schémas-là? Et donc, en fait, j'aurais pu rester dans ce truc de me dire, voilà, tu récoltes ce que tu sèmes, tu as semé du coup que tu t'en foutais sur le plan professionnel. Maintenant, tu arrives dans un cadre où tu peux pas rebondir, où c'est difficile de rebondir. Donc, il va falloir songer à une réorientation. Et réorientation, ça peut faire extrêmement peur. Et j'en conçois pour être passé par là. Donc, c'est finalement réussir à prendre ce tournant, réussir à faire preuve de résilience et me dire que voilà, j'ai fait une erreur. J'aurais dû me remettre en question plus jeune et plus tôt et peut-être me poser les bonnes questions aussi. Mais réussir à rebondir et réussir à me dire ok, la vie n'est pas finie et tu peux rebondir, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit tout ce qui a pu t'arriver. De toute façon, du moment que tu sens que une sorte d'énergie t'attire vers l'avant, c'est que tu dois y aller, même si le chemin peut paraître effrayant. Derrière chacune de nos peurs se trouvent réellement nos meilleurs chemins de vie et c'est vraiment en connaissance de cause que je parle de ça. Donc vraiment, si je pouvais t'inciter à ça, te pousser à ça, c'est te laisser porter par les décisions qui t'effraient le plus et réussir à aller de l'avant et tirer des enseignements de ton erreur et réussir à transformer cette erreur en force. Alors maintenant, la résilience n'est pas un critère de réussite sociale, mais l'épanouissement. La résilience est une incroyable source d'apprentissage avec le recul. On ne sort jamais indemne d'un traumatisme, même avec toute la résilience du monde, un événement traumatisant nous impacte intérieurement. Ce qui change avant tout, c'est la personne que l'on devient ensuite. Pourquoi la résilience est une incroyable source d'apprentissage? Alors d'abord parce que justement on évolue dans tout le processus de rebondissement face à un traumatisme ou une erreur. On doute, on se remet en question, on réfléchit, on se redécouvre, on apprend, on grandit, etc. Et la vie est ainsi faite. Tu n'es certainement pas la même personne que tu étais il y a 1 an, et certainement que dans 1 an, tu auras encore changé au-delà du physique. La plus grosse erreur que l'on puisse faire, par contre, c'est celle de croire que la résilience est un critère de réussite sociale. Croire que plus une personne a affronté de situations dans sa vie, plus elle a de valeur et de mérite d'être appréciée dans la société. La chose la plus importante selon nous, derrière la résilience, c'est l'épanouissement personnel qui s'ensuit. Dans un processus de résilience, on ne cherche pas à oublier ce qui s'est passé, mais d'en faire une force pour l'avenir. Ensuite, donner un sens à notre blessure. Donner un sens, ça peut être une croyance, en Dieu, au destin, croire en soi, etc. On peut donner un sens à la vie, comme une leçon, une façon de se protéger, une manière d'apprendre, de faire mieux, ou même de faire autrement. Et ensuite, ça peut nous aider à avancer.
On peut même imaginer une forme de résilience dans laquelle ce traumatisme serait la réponse au sens que l'on veut donner à notre vie. Alors maintenant, pour ma part, j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Un accident donc que j'ai subi et j'ai même failli y passer. Et pourtant, je suis toujours là, hein. Cette expérience traumatisante m'a valu du coup des douleurs au corps pendant quelques temps, mais aussi des cauchemars qui me survenaient presque quasiment toutes les nuits. Baptiste ne comprenait rien. Puis lorsque je reprenais la voiture, en fait, j'ai commencé à avoir des sortes de moments d'angoisse, un peu des sortes de crises d'angoisse si j'étais dans le noir, ou s'il y avait beaucoup de monde ou quoi. Et même si quelqu'un pouvait arriver derrière moi et si je perdais le contrôle. Et donc avec le temps, j'ai compris plusieurs choses par rapport à ça. 1. Que je n'aurais pas pu maîtriser les événements de toute façon. Alors j'ai dû apprendre à enlever ma culpabilité et de me dire que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Ensuite, à ce moment-là, j'ai pensé en fait aux personnes qui étaient les plus chères à mon cœur et à ce que je voulais pour ma vie. C'est un peu une sorte de révélation. Alors pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est peut-être très bizarre, mais pour ceux qui ont un peu frôlé l'accident, un peu la mort, on a un peu cet éclair de génie, comme on dit, sa vie qui défile sous ses yeux. Et enfin, en fait, la meilleure façon d'arrêter ces cauchemars, d'arrêter ces sortes de crises d'angoisse, ça a été déjà d'en parler autour de moi, donc de libérer la parole et aussi d'avoir un peu l'expérience d'autres personnes qui ont eu ça. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être comment réussir à vivre avec ses blessures. Puisque le but de la résilience, c'est de continuer d'avancer sans forcément oublier ce qu'on a vécu, mais vraiment d'apprendre à vivre avec et continuer, et voire même, si possible, autant que possible, j'ai envie de dire, réussir à en tirer des leçons, des enseignements, et en tout cas en faire une force pour notre avenir. Donc vivre avec ses blessures, j'ai déjà une première citation à te partager, qui est que chaque blessure laisse une cicatrice physique ou mentale. Et chaque cicatrice raconte une histoire. Une histoire qui dit « j'ai survécu ». Et ensuite, un autre point de vue aussi très intéressant, c'est l'art du Kintsugi. Je ne sais pas si tu connais, c'est un art traditionnel japonais qui consiste en fait à réparer un objet qui est cassé. En fait, on peut imaginer un vase qui serait tombé, qui serait détruit en 1000 morceaux, qu'en fait on va venir réparer en soulignant ces cicatrices justement et le reconstituer avec de l'or au lieu de chercher à les cacher, voire même de le jeter définitivement pour que cet objet, ces cicatrices en fait, deviennent une force et lui apportent de la valeur. Alors là, on va voir du coup les quelques piliers de la résilience. Donc en tout premier, on va retrouver l'optimisme. Alors du coup, c'est la capacité d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme et de croire que tout ira bien. Les optimistes, en général, en fait, ils savent qu'ils ont la force de prendre leur vie en main et que les difficultés et les crises peuvent être temporaires. Ensuite, on a l'acceptation, qui signifie accepter des situations qui ne peuvent plus être changées et laisser le passé derrière soi. Et enfin, accepter, c'est aussi être capable de lâcher prise et de faire place au changement. Et ça, c'est une autre paire de manches, j'ai envie de dire, entre le lâcher prise et accepter le changement. Ensuite, l'orientation vers la solution, qui signifie, une fois que j'ai accepté la situation et que je l'ai laissée derrière moi, je dois regarder vers l'avenir et chercher des solutions. Orienter les solutions signifie formuler des objectifs clairs et trouver des moyens de les mettre en œuvre. Alors, ça peut être tout seul ou accompagné, bien sûr. Et ensuite, on a quitté le rôle de victime. Alors, qui signifie en fait renoncer à la passivité et devenir actif dans la situation respective. Pour cela, il est parfois nécessaire de changer sa propre attitude, de refléter sa propre personne et de s'orienter vers l'action. Parce que la réussite se compose en 4 lettres. A-G-I-R. Agir. Place à quelques exercices pratiques pour plus d'optimisme. Par exemple, l'optimisme, quand est-ce que je peux le travailler ? Donc, je peux le travailler si j'ai une petite pause dans mon travail, si je me trouve dans un embouteillage ou même si j'attends un feu rouge sur le chemin du retour. Je peux alors me poser des questions du genre : de quoi suis-je reconnaissant dans ma vie ? De quoi suis-je heureux en ce moment ? Pourquoi les autres m'envient-ils ? Quelles étaient les 3 bonnes choses d'aujourd'hui ? En fait, ces pensées conscientes, elles vont te permettre d'améliorer rapidement ton état intérieur. À moyen terme, elles vont te permettre d'augmenter ta résistance parce que les moments de satisfaction quotidiens que tu identifies volontairement au travers de cet exercice, ils vont te permettre d'asseoir une certaine assurance, une certaine confiance. Et en fait, ça va aussi te déclencher des sentiments de bonheur et donc renforcer ton système immunitaire en cas de difficulté.
Idéalement, ça serait de les écrire, ces moments de bonheur, dans un journal du bonheur qu'on pourrait appeler. Comme ça te permettrait de le lire, de faire preuve de gratitude et tout ça au quotidien, qui sont des trucs aussi extrêmement bénéfiques pour réussir à faire face à une difficulté ou à un traumatisme, même si, bien sûr, comme on l'a dit précédemment, ça demandera du temps et il faut se laisser le temps pour accepter. Et accepter ne veut pas forcément dire tolérer ou être OK avec ce qui s'est passé, mais simplement comprendre que il y a des choses qui dépendent de toi, des choses qui ne dépendent pas de toi. Et il y a des choses, malheureusement, qui sont plus de ton ressort, qui sont faites et fait, c'est fait. Et on peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc, la seule solution pour avancer, ça va être de l'accepter et de continuer d'avancer. Et de cette façon, je vais avoir collecté une véritable liste, finalement, de tout plein de moments de bonheur qui vont me donner le sourire et me faire relativiser aussi, parce que comme on l'a dit dans un précédent podcast, je t'invite à aller le voir sur le biais de négativité. Tout être humain est câblé, et c'est ainsi depuis la nuit des temps, est câblé pour retenir plus facilement la notion de négativité. Donc c'est le titre du podcast, c'est le biais de négativité. Ce qui fait qu'en fait, pour 5 nouvelles super positives qui pourraient nous mettre en joie, nous rendre heureux ou heureuses, et bien dès qu'il y aura une seule source de négativité ou d'incident qui ne se passe pas ou ne se déroule pas comme on aimerait que ça le soit, et bien va nous plomber notre journée et on va même en arriver à se dire que voilà, ça va être le résultat et c'est tout ce qu'on aura pour toute notre vie, c'est tout ce qu'on mérite, tout ça. Et c'est réussir à se sortir de ce schéma, de s'extraire en fait de cette façon de penser, de se dire je mérite que le négatif, de toute façon j'en étais sûr, ces moments de bonheur et tout, c'était de la chance, je ne le méritais pas, je mérite pas d'être heureux, etc. Et donc apprendre à faire preuve de résilience par la confiance en soi aussi. Donc en conclusion, la résilience, c'est avant tout un processus qui prend du temps. On ne naît pas résilient, on le devient. Donc se relever face à une situation, c'est bien souvent nécessaire sur le long terme, on l'a vu, même si c'est pas forcément facile. Maintenant qu'on a revu ensemble cette notion de résilience, on aimerait te poser une question pour clore cet épisode. Quand les temps te semblent plus sombres, que les difficultés sont plus grandes, à l'avenir, maintenant que tu as écouté tout cet épisode, comment veux-tu te comporter maintenant ? En carotte, en œuf ou en café ? Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. À très vite et belle journée à toi.